Avez-vous déjà l'impression que les années 60 n'ont plus rien pour vous surprendre? Détrompez-vous. Aujourd'hui, nous déverrouillons 13 trésors cinématographiques qui sont passés inaperçus, mais qui brillent encore avec une tension aiguisée, une beauté poignante et un drame saisissant. Des thrillers claustrophobes aux fantaisies surréalistes, ces classiques oubliés prouvent que le véritable art ne disparaît jamais. Il attend juste d'être redécouvert. Prêt à raviver votre passion pour les joyaux de l'âge d'or? Le Trou 1960. Peu de films d'évasion de prison atteignent l'intensité brute et le réalisme implacable de Le Trou, le chef-d'œuvre final de Jacques Becker. Basé sur des événements réels de 1947, le film suit 4 détenus, chacun soigneusement choisi, pour refléter différentes nuances de résilience alors qu'ils planifient une évasion audacieuse de la célèbre prison, la Santé en France. Prison. Ce qui distingue Le Trou, ce n'est pas seulement son récit captivant, mais la façon dont il s'attarde dans le silence, se concentrant sur l'effritement méticuleux du béton jour après jour, le tintement des cuillères et le doux murmure des chuchotements, des plans. Becker n'a pas seulement réalisé un film de prison, il a immergé le public dans le poids psychologique de l'enfermement et l'espoir électrisant de l'évasion. Au cœur de son authenticité se trouve Jean Garaudy, un acteur non professionnel, qui avait réellement participé à l'évasion authentique. Son inclusion n'était pas un simple subterfuge. C'était l'engagement de Becker pour réalisme. Le réalisateur a passé des mois à répéter avec les acteurs, allant jusqu'à construire des décors grandeur nature qui permettaient aux acteurs d'exécuter chaque tâche, de scier des cadres de lit en métal, à ramper dans des tunnels de fortune avec une crédibilité absolue. Aucune bande sonore n'a été utilisée, obligeant le public à partager le moment avec les prisonniers, les battements de cœur synchronisés avec le rythme silencieux du creusement. Outil. Bien qu'il ait reçu une attention limitée lors de sa sortie en France, éclipsée par des sorties internationales plus éclatantes, des critiques comme François Truffaut et Jean-Luc Godard ont défendu l'éclat dépouillé du film. Il était des décennies en avance sur son temps en refusant de glamouriser la violence ou de simplifier le désespoir humain. Redécouvert plus tard par des universitaires du cinéma et restauré pour une sortie en vidéo, Le Trou est maintenant considéré comme l'un des films d'évasion les plus influents jamais réalisés. Les Évadés, à la rédemption de Shawshank, les échos de la tension latente de Becker et de son attention à la dignité humaine se font sentir dans tout le genre. Plus de 6 décennies plus tard, Le Trou n'a pas vieilli. Il est seulement devenu plus profond, plus riche et plus silencieusement dévastateur. Les Innocents, 1961. The Innocent n'est pas seulement une histoire de fantômes. C'est un cours magistral en horreur psychologique, ambiguïté et élégance cinématographique. Adapté de la nouvelle de Henry James, Le Tour d'écrou, le film suit Miss Giddens, Deborah, Care, une gouvernante qui est convaincue que les 2 enfants dont elle s'occupe sont hantés par des esprits malveillants. Mais et si les fantômes n'étaient que dans son esprit? C'est là le génie de la réalisation de Jack Clayton. Deborah Care livre une performance qui définit sa carrière, oscillant entre la chaleur maternelle et une paranoïa croissante. Le réalisateur Jack Clayton a collaboré avec le légendaire directeur de la photographie Freddie Francis pour tourner en noir et blanc riche, utilisant des gros plans extrêmes et un éclairage soigneusement manipulé pour créer une atmosphère surréaliste, onirique, en qualité. À travers les miroirs, le brouillard et les illusions de profondeur de champ, la maison devient un personnage à part entière, oppressant, vigilant et étrangement immobile. Réalisé avec un budget modeste de 180 000 livres, le film a utilisé des effets optiques et des astuces pratiques, comme des projecteurs cachés pour projeter des figures fantomatiques à travers les fenêtres, afin d'atteindre son ton inquiétant sans recourir au sursaut. L'absence de musique traditionnelle est un choix audacieux. Au lieu de cela, les sons ambiants du vent, des pas et du silence dominent, renforçant le « terreur ». Bien qu'il ait eu un succès modéré au Royaume-Uni, le public américain était moins réceptif, s'attendant à quelque chose de plus explicite, horreur. Ce n'est qu'à travers des rétrospectives ultérieures et des endorsements de réalisateurs comme Martin Scorsese et Guillermo del Toro que l'éclat du film a été universellement reconnu. Aujourd'hui, The Innocents est reconnu comme une pierre angulaire du cinéma gothique. Son influence se ressent dans des films comme Les Autres et Hérédité. Il est envoûtant, élégant et profondément inquiétant. La question qu'il pose reste glaçante. Que se passe-t-il lorsque la plus grande menace n'est pas le fantôme dans le couloir, mais les pensées dans votre tête? Blast of Silence, 1961. Blast of Silence est un film noir brutal et sombre qui s'apparente à une lettre de confession d'un tueur à gages à sa propre hymne d'année. Réalisé avec un budget dérisoire par le cinéaste débutant Alan Baron, le film a été tourné en mode guérilla à New York pendant le cœur de l'hiver. Baron lui-même joue le rôle de Frank Bono, un assassin solitaire en mission à Manhattan pendant Noël.
Ce qui devrait être un coup de routine se transforme en angoisse existentielle, alors que Bono commence à remettre en question le sens même de sa vie isolée. Ce qui rend ce film unique, c'est sa narration, une voix omnisciente à la deuxième personne livrée avec une poésie sombre par Lionel Stander, qui entraîne le spectateur dans la psyché de Bono. Tu nais dans la douleur, tu meurs seul, raille la voix, transformant Blast of Silence en une sombre méditation sur la violence, la solitude et l'aliénation urbaine. Ces visuels granuleux et rugueux, filmés sans autorisation, capturent un New York sale et brut, avec des ruelles jonchées d'ordures et des néons vacillants. Signe. Malgré un budget de seulement 20 000 $, la production est d'une atmosphère impressionnante. La bande sonore s'appuie fortement sur le jazz, des dialogues étouffés et les sons incessants de la ville elle-même. Klaxons de voitures, tunnels dégoulinants, le murmure de la neige qui tombe. Les scènes ont été tournées dans des lieux réels, souvent avec des caméras cachées, ce qui donne au film un style vérité qui précède le mouvement du nouveau Hollywood de années. Bien que largement ignoré au moment de sa sortie, Blast of Silence a été redécouvert dans les années 1970 et a depuis été cité par des cinéastes comme Martin Scorsese et les frères Coen comme une influence précoce. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une des expressions les plus brutes du nihilisme noir, court, précis et glaçant dans son honnêteté. David et Lisa, 1962. Avant que la santé mentale ne soit ouvertement discutée dans le cinéma grand public, David et Lisa ont osé l'aborder avec empathie, intimité et réalisme. Réalisé par Frank Perry et adapté de la nouvelle de Theodore Isaac Ruben, le film explore l'amitié improbable et l'amour éventuel entre deux adolescents émotionnellement fragiles, vivant dans un établissement psychiatrique, institution. David souffre d'un trouble obsessionnel compulsif et d'une peur d'être touché, tandis que Liza, Janet Margolin, lutte contre un trouble dissociatif de l'identité, alternant entre une personnalité poétique et enfantine et une personnalité défiante et réservée. 1. La magie de ce film réside dans sa subtilité. Plutôt que de surdramatiser la maladie mentale, il l'humanise. Perry a utilisé de vrais patients psychiatriques comme figurants, a tourné dans un véritable établissement de santé mentale et a utilisé un éclairage naturel pour créer une ambiance calme et d'observation. Les personnages ne sont jamais traités comme des spectacles. Ce sont simplement des personnes qui luttent pour se connecter dans un monde qui les comprend constamment de travers. Avec un budget inférieur à 200 000 $, David et Lisa est devenu un coup de cœur inattendu de la critique. Il a été nommé pour 2 Oscars, dont celui du meilleur réalisateur pour Frank Perry et celui du meilleur scénario adapté. La musique minimaliste, principalement menée par un piano solo, accentue l'émotion brute de chaque scène sans submerger. Ce film a jeté les bases d'un nouveau type de cinéma indépendant américain. Sensible, centré sur les personnages et socialement conscient. Bien avant Will Hunting ou Un esprit brillant, David et Lisa ont amené le public à regarder de plus près la maladie mentale avec compassion plutôt que peur. En 1964, Failsafe est l'un des films les plus terrifiants jamais réalisés, non à cause de monstres ou de forces surnaturelles, mais parce qu'il dépeint un scénario qui semblait trop réel pendant la guerre froide. Guerre, annihilation nucléaire, accidentelle. Réalisé par Sidney Lumet et basé sur le roman d'Eugene Burdick et Harvey Wheeler, l'histoire suit le cauchemar qui se déroule lorsqu'un groupe de bombardiers américains reçoit par erreur l'ordre de larguer des bombes nucléaires sur Moscou à cause d'un problème technique. Erreur. Alors que le personnel militaire s'efforce d'arrêter l'attaque, le président des États-Unis, joué avec une gravité solennelle par Henry Fonda, fait face à une décision morale qui pourrait coûter des millions de vies. La tension dans Failsafe est suffocante. Lumet utilise des gros plans serrés et un design de plateau minimaliste pour piéger ses personnages dans un labyrinthe de tableaux de contrôle clignotants, d'appels téléphoniques incessants et d'impasses éthiques. Il n'y a pas de musique, juste le bourdonnement des machines, le tic-tac des horloges et la dévastation silencieuse sur les visages des personnages. L'absence de musique est intentionnelle, accentuant le réalisme et rendant chaque mot prononcé urgent et irrévocable. La sortie du film a malheureusement été mal chronométrée. Il a été présenté en première quelques mois après le film satirique de Stanley Kubrick, Dr. Strangelove, qui explorait des thèmes similaires avec une comédie noire. Failsafe, en revanche, est un film procédural au sérieux effrayant et plausible. Il n'a pas bien marché au box-office, mais a été salué par la critique pour son réalisme et son émotion. Impact. Au fil des ans, Failsafe a gagné en réputation. Les publics modernes sont venus à apprécier sa retenue, ses dialogues acérés et le poids de ses dilemmes moraux. En 2000, il a même été refait lors d'une diffusion en direct avec George Clooney et Richard Dreyfuss, un témoignage de sa puissance durable. Le manuscrit trouvé à Saragosse, 19.
65. Un rêve fiévreux d'une ampleur épique. Le manuscrit trouvé à Saragosse est l'un des films les plus ambitieux et surréalistes jamais réalisés. Pourtant, peu de personnes en dehors des cercles de cinéphiles sérieux l'ont vu. Réalisé par le cinéaste polonais Wojciech Kras et basé sur le roman du XIXe siècle de Jan Potocki, ce récit vaste suit un jeune officier napoléonien, Alphonse van Woerden, alors qu'il découvre un mystérieux manuscrit qui l'entraîne dans une série interminable d'histoires imbriquées. Ce qui commence comme un simple voyage à travers un désert hanté se transforme rapidement en un labyrinthe narratif fascinant, impliquant des gitans, des fantômes, des familles nobles et des sociétés secrètes. Chaque personnage qu'Alphonse rencontre partage une autre histoire. Et chacune de ces histoires se transforme en sa propre sous-intrigue, créant une structure en couches infinies. Le récit se replie constamment sur lui-même, défiant les spectateurs de renoncer aux schémas narratifs traditionnels. Les attentes. Tourné sur 2 ans avec des ressources limitées, le manuscrit de Saragosse utilise des visuels saisissants pour créer une atmosphère irréelle. Le cinéaste Mieczysław Jahoda emploie une photographie en noir et blanc à fort contraste et des décors théâtraux pour évoquer un monde intemporel suspendu entre le fantastique et histoire. L'équipe de production a construit des décors somptueux à Cracovie et a réutilisé des costumes ornés des opéras polonais pour donner au film une qualité onirique surréaliste. D'abord rejeté dans son pays d'origine comme trop confus et inaccessible, le film a acquis un statut culte après des projections en France et les États-Unis. Il a trouvé des défenseurs et des figures influentes comme Martin Scorsese et Jerry Garcia, qui ont aidé à financer une restauration dans les années 1990. Aujourd'hui, il est vénéré pour sa structure audacieuse et ses fondements philosophiques, abordant le destin, la folie, l'identité et la frontière floue entre rêve et réalité. Second, 1966. Second est un thriller cérébral de science-fiction perturbant qui remet en question le concept même d'identité. Réalisé par John Frankenheimer, il met en vedette Rock Hudson dans un rôle différent de tout ce qu'il avait fait auparavant, en tant qu'homme qui échange sa vie et son corps ancien pour des neufs, seulement pour découvrir qu'échapper à soi-même est impossible. L'histoire suit Arthur Hamilton, un banquier d'âge moyen à qui l'on offre la chance de renaître par un mystérieux entreprise. Il devient Tony Wilson, un artiste avec une maison de plage, un nouveau visage et une liberté apparemment sans fin. Mais sa joie est de courte durée alors que des fissures commencent à apparaître dans sa vie parfaite. Hudson livre une performance étonnamment brute, s'éloignant bien de son image de beau premier rôle romantique pour incarner un homme rongé par l'anxiété, le regret et la paranoïa. Ses expressions hantées dans les scènes finales sont inoubliables, capturant le vide de la réinvention sans objectif. Le directeur de la photographie James Wong Howe, une légende en soi, a utilisé des objectifs grand angle extrêmes et des perspectives déformées pour refléter visuellement le désarroi de Hamilton. Réalité. Tourné avec un budget modeste d'environ 1,5 million de dollars, Seconds utilisait des décors minimaux et un éclairage austère pour évoquer la claustrophobie et l'amant. Désarroi. La séquence de chirurgie, réalisée en une seule prise ininterrompue, était révolutionnaire, mélangeant le réalisme de style documentaire avec des visuels surréalistes. Au moment de sa sortie, le film a dérouté et aliéné le public. Son ton pessimiste et sa fin ambiguë ont heurté les attentes glamour d'un film de Rock Hudson. Mais au fil du temps, les critiques ont réévalué Seconds, et il est depuis devenu une pierre de touche dans le canon du cinéma dystopique et axé sur l'identité. Les influences de ce film se ressentent partout, de Black Mirror à Fight Club, et même Get dehors. C'est une sombre fable existentielle pour quiconque a déjà souhaité recommencer à zéro, pour réaliser que certaines choses ne peuvent être fuyées. À bout portant, 1967. Brutal, stylé et des décennies en avance sur son temps, Point Blank a redéfini le thriller de vengeance et a jeté les bases du film noir d'action moderne. Réalisé par John Boorman, le film met en vedette Lee Marvin dans le rôle de Walker, un criminel impitoyable trahi et laissé pour mort par son meilleur ami. Après avoir survécu, il se lance dans une mission implacable pour récupérer l'argent qu'on lui doit. Mais au fur et à mesure que l'histoire se déroule, il devient clair que la vengeance est peut-être la seule chose qui le maintient en vie. Ce qui rend Point Blank révolutionnaire, ce n'est pas son intrigue, mais la manière dont elle est racontée. Boorman désoriente les spectateurs avec des lignes temporelles fracturées, des séquences de rêves surréalistes et des retours brusques en arrière. Le montage est aussi impitoyable que Walker lui-même. Coups de seau, coups de feu résonnants et montage brouillent les lignes entre mémoire et réalité. Le style visuel est dépouillé et minimaliste, avec des gris froids et un éclairage dur, créant une ambiance d'engourdissement émotionnel. Le cas,
Le casting est impeccable. Marvin est tout en acier et silence, livrant une performance plus physique que verbale. Angie Dickinson apporte une profondeur émotionnelle en tant que son épouse séparée, tandis que John Vernon, en tant que méchant habile mais insaisissable, offre au film un antagoniste parfait. La bande sonore imprégnée de jazz de Johnny Mandel ajoute une autre couche de tension et d'ironie. Bien qu'il n'ait pas rencontré un immense succès au box-office aux États-Unis, le film a été un succès en Europe, notamment auprès des critiques des cahiers du cinéma qui ont loué sa structure audacieuse. Au fil du temps, son influence a considérablement grandi. Des films comme Drive, The Limey et John Wick doivent tous quelque chose au mélange de nihilisme et d'élégance de Point Blank. Aujourd'hui, Point Blank est considéré comme l'une des histoires de vengeance les plus stylées et glaciales jamais réalisées. Ce n'est pas seulement une question de revanche, c'est une question d'aliénation, de futilité et de la lente et élégante désintégration d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Réflexion dans un œil d'or, 1967. Réflexion dans un œil d'or est l'un des films les plus chargés émotionnellement et visuellement audacieux de la année 1960, un drame psychologique enveloppé de répression, de voyeurisme et de désirs cachés. Réalisé par le légendaire John Huston et basé sur la nouvelle de Carson McCullers, le film se déroule sur une base militaire du Sud où la routine, le grade et la réglementation masquent une tempête d'intérieur, tumulte. Marlon Brando joue le rôle du Major Weldon Penderton, un homme rigide et hanté qui cache ses pulsions homosexuelles, tandis qu'Elizabeth Taylor interprète sa femme Leonora, une femme dont la sensualité exacerbe ceux qui l'entourent. Leur mariage est sans amour, explosif et tranquillement tragique. Leonora a une liaison avec un autre officier nommé Brian Keefe, tandis que Penderton, joué par Brando, devient étrangement obsédé par un jeune soldat, Robert Forster, dans son rôle débutant, qui monte à cheval nu à travers les bois et observe silencieusement le couple depuis au loin. Brando offre l'une de ses performances les plus intériorisées, pleine de désirs réprimés et d'éclats de fureur soudains, tandis que Taylor domine l'écran avec un mélange féroce de charme et de danger. Le film a été tourné avec un procédé de couleur audacieux qui donnait à tout une teinte dorée surréaliste, d'où le titre. Huston voulait que le public ait l'impression de voir tout à travers un voile déformé, réalité, reflétant les émotions tordues du personnage. Les dirigeants du studio ont rechigné et la plupart des copies ont été sorties en couleur standard, ce qui atténuait le pouvoir étrange du film. Ce n'est que des années plus tard que la version dorée de Huston serait restaurée. Au moment de sa sortie, Reflections in a Golden Eye était considéré comme trop provoquant, trop opaque, trop étrange. Le public ne savait pas quoi penser de son homoérotisme latent et de son atmosphère suffocante, mais des critiques comme Pauline Kael l'ont défendu pour son audace et la prestation captivante de Brando. Performance. Aujourd'hui, le film est étudié pour sa complexité psychologique, ses thèmes brisant les tabous et ses visuels luxuriants. Design. C'est un chef-d'œuvre dérangeant qui vous invite à regarder plus profondément et à être troublé par ce que vous trouvez. The Party, 1968. Blake Edwards. The Party est un mélange unique de satire de la haute société et de slapstick de l'époque du cinéma muet, entièrement dirigé par Peter Sellers, dans un chef-d'œuvre comique. Sellers incarne Rundi V. Bakshi, un acteur indien maladroit qui est invité par inadvertance à une fête d'élite à Hollywood, après avoir été mis sur liste noire pour avoir fait exploser un film, Plateau. Ce qui suit est une descente hilarante dans le chaos alors que Bakshi erre dans le manoir, démantelant involontairement la façade glamour de Tinseltown à chaque pas. Contrairement aux comédies traditionnelles, The Party n'a presque pas de récit structuré. Elle prospère grâce à l'absurdité de ses scénarios et au génie improvisateur de Sellers, dont la comédie physique rivalise avec celle de Chaplin ou Keaton. Le film est en grande partie une série de mésaventures croissantes, Sellers tombant dans des fontaines, bouchant des toilettes, se retrouvant coincé sur un aspirateur automatique et transformant une fête de la haute société en une véritable bulle. Bang! Tourné presque entièrement dans un seul endroit, un vaste manoir de Beverly Hills au design moderne, le film présente des décors ouverts et élaborés qui permettent de longues prises et des plans larges, encadrés, laissant la comédie respirer et se dérouler naturellement. Edwards, qui a également réalisé les films de la Panthère Rose, a utilisé des indices cachés et un scénario minimal pour permettre à Sellers d'improviser. La spontanéité qui en résulte est électrisante et souvent extrêmement drôle. La bande-son de Henry Mancini, en particulier les thèmes inspirés du jazz lounge, renforce le sentiment de surréalisme. Amusant. La palette de couleurs est riche de décors pop-art des années 1960, avec des tapis à poils longs lavande, des murs en miroir et des sculptures en chrome, créant le ton parfait pour une histoire d'artifice qui se défait. Bien qu'il n'ait pas été universellement salué lors de sa sortie, certains critiques l'ont trouvé sans intrigue ou trop
longue. Le film a depuis acquis une sorte de culte. Il est adoré pour son audace expérimentale, ses gags visuels hilarants et sa critique astucieuse de la superficialité du monde du spectacle. Aujourd'hui, il reste une comédie unique, une émeute silencieuse qui vous surprend et vous laisse rire bien après le générique de fin. Le Nageur, 1968. Le Nageur n'est pas juste un film, c'est une parabole troublante enveloppée dans un voyage suburbain surréaliste. Basé sur la nouvelle de John Cheever et réalisé par Frank Perry, avec l'aide non créditée de Sidney Pollack pour terminer le film avec Burt Lancaster dans le rôle de Ned Merrill, un homme en maillot de bain qui sort de nulle part lors d'une fête dans le jardin d'un ami et annonce tranquillement qu'il prévoit de rentrer chez lui en nageant à travers la série de piscines de son quartier aisé du Connecticut. Au début, le film se déroule comme une fantaisie whimsique, bizarrerie. Chaque arrêt le long du parcours de Ned ressemble à un instantané du confort de la haute société. Mais au fur et à mesure que le voyage progresse, le ton s'assombrit. Chaque visite de piscine révèle une autre fissure dans l'illusion soigneusement construite de réussite, de richesse et de famille de Ned. Stabilité. Au moment où il atteint sa propre maison, la vérité est inévitable. La vie dont il parlait n'existe plus. Burt Lancaster livre l'une de ses performances les plus émotionnellement poignantes. Connu pour incarner des hommes physiquement forts, ici, il joue un homme détruit de l'intérieur. Ses mouvements confiants à travers les piscines paraissent de plus en plus désespérés, comme un homme nageant à travers des souvenirs qu'il ne peut plus contrôler. Il s'est entraîné pendant des mois pour réaliser lui-même toutes les scènes de natation, soulignant le contraste entre son apparence athlétique et son effondrement émotionnel. La cinématographie de David L. Quaid capture le rêve suburbain des années 60, à son aspect le plus artificiel. Des pelouses parfaites, des maisons en verre et des plaisanteries au bord de la piscine masquent une existence, le vide. La partition mélancolique de Marvin Hamlisch, sa première pour un long métrage, accentue le sentiment de nostalgie et de perte. The Swimmer n'a pas été un succès au box-office. Les spectateurs étaient confus par son style allégorique, et il a été remonté plusieurs fois avant sa sortie. Mais il a trouvé une seconde vie à la télévision et en vidéo domestique, où sa beauté tragique a finalement été appréciée. Aujourd'hui, il est considéré comme un jalon du surréalisme américain, et l'une des plus grandes réalisations de Lancaster, une plongée profonde dans les illusions que nous construisons et les vérités douloureuses qui attendent sous la surface. Si, 1968, If, de Lindsay Anderson est un portrait rebelle, subversif et inoubliable de la révolution étudiante qui a choqué le cinéma britannique et allumé la mèche pour toute une génération. Mécontentement. Avec un jeune et rebelle Malcolm McDowell à l'affiche dans ses débuts au cinéma, le film se déroule dans un pensionnat anglais fictif et suit un groupe d'étudiants qui rejettent progressivement la structure autoritaire qui les entoure, culminant dans un acte métaphorique explosif de rébellion armée. If brouille les frontières entre la réalité et la fantaisie. Anderson alterne entre des scènes en couleur et en noir et blanc sans raison annoncée, plongeant les spectateurs dans une brume onirique qui reflète l'état psychologique de ses personnages. Il est difficile de savoir ce qui est réel, ce qui est imaginé, et ce qui est simplement une métaphore. Picture Sockadure et Babury, un choix narratif audacieux qui oblige le public à remettre en question les systèmes de contrôle intégrés dans l'éducation, la classe et la société. Le film a été tourné au Cheltenham College et intègre de vrais étudiants dans le casting, lui conférant une texture réaliste de type documentaire. Les rituels de la vie en internat, les douches froides, les récitations en latin, les punitions brutales sont décrits de manière exquise. Détail. Pourtant, sous le réalisme se cache une satire acerbe, exposant l'absurdité et la cruauté des institutions rigides. Sorti au plus fort du mouvement de contre-culture des années 60, If a fait sensation. Il a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes et a suscité à la fois l'indignation et les louanges pour son esprit révolutionnaire. Les censeurs britanniques étaient mal à l'aise avec son final en coup de feu, et certains cinémas ont refusé de le projeter. Pourtant, If a inspiré une vague de films socialement conscients, et la performance de Malcolm McDowell l'a propulsé vers la célébrité. Cela a également jeté les bases pour la trilogie non officielle d'Anderson, poursuivie avec Oh Lucky Man et Britannia Hospital. Plus de 50 ans plus tard, If reste une œuvre essentielle du cinéma politique, un appel aux armes, un rêve fiévreux et une déclaration de colère générationnelle qui résonne encore dans toute institution où le pouvoir est sans contrôle. Le jardin des Finzi Contini, année 1970-1969 dans Europe. Le jardin des Finzi Contini est l'une des représentations les plus poignantes de l'innocence perdue, sur fond de montée du fascisme en Italie. Réalisé par Vittorio De Sica, le film raconte la vie de la famille aristocratique juive Finzi Continis, alors qu'ils s'accrochent à une vie de privilèges et de beauté dans leur oui.
Domaine clos à Ferrare, même si les lois antisémites et les changements sociaux commencent à se resserrer. Au centre de l'histoire se trouve Micol Dominique Sanda, la fille rayonnante et énigmatique de la famille, et Giorgio Lino Capolicchio, un jeune homme juif de la classe moyenne qui nourrit un amour non partagé pour elle. Leur tendre et tragique amitié se déroule entre des parties de tennis, des visites à la bibliothèque et des promenades à travers des jardins éclatants de lumière. Mais sous le calme, la peur d'un fascisme envahissant plane largement. De Sica utilise des visuels pastoraux chaleureux pour souligner le contraste saisissant entre la sérénité du monde privé de la famille et les horreurs extérieures. Chaque scène est imprégnée de nostalgie, rendant la tragédie imminente encore plus dévastateur. La cinématographie par Ennio Guarnieri est luxuriante et picturale, évoquant l'élégance d'une époque qui disparaîtra bientôt. La production du film était méticuleuse. Les costumes d'époque, les lieux authentiques et les détails historiques ont été soigneusement sélectionnés pour donner au spectateur une véritable impression de l'Italie des années 1930. Bien que le film ait eu un budget limité, la maîtrise de la narration visuelle par De Sica a apporté une richesse et une profondeur à chaque image. Le Jardin des Finzi Contini a remporté l'Oscar du meilleur film en langue étrangère et l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Les critiques ont salué sa puissance émotionnelle et la direction subtile de Sica. Ce n'est pas un film de grand discours ou de mélodrame, mais plutôt de tristesse silencieuse et de lente érosion douloureuse de l'espoir. Même aujourd'hui, il résonne comme à la fois une histoire d'amour exquise et un avertissement contre la complaisance face à l'injustice croissante. De la mélancolie baignée de soleil de The Swimmer à la vengeance fracturée de Point. Ces 13 classiques oubliés des années 1960 prouvent que les moments les plus puissants du cinéma se cachent souvent dans ces recoins les plus silencieux. Chaque film de cette liste, bien que négligé à son époque, n'a cessé de croître en signification et en influence au fil des ans. Il nous défie, nous hante et reste avec nous longtemps après le générique. Alors, quel est votre trésor oublié préféré de cette époque? Dites-le dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à Golden Age Classics. Activez la cloche et partagez cette vidéo avec vos amis cinéphiles. Il y a tout un monde de génies perdus à redécouvrir et nous ne faisons que commencer.